On va démarrer avec de l'agriculture et de la data, avec deux univers pas si éloignés comme on pourrait le penser. Merci d'accueillir Flavian Iblet, directeur général de Carbon Farmers. Donc, bonjour à tous, donc Flavian, moi je suis un des 3 cofondateurs de Carbon Farmers, dont je vais vous raconter l'histoire. Hop, donc Carbon Farmers est parti d'un constat simple, hein. Vous connaissez tous, c'est que le réchauffement climatique s'accélère, plus 1,1 degré aujourd'hui. On a une grosse partie des émissions qui proviennent de l'alimentation, et d'autant plus du secteur agricole qui représente quasiment 20% des émissions de gaz à effet de serre en France. Pourtant, le secteur agricole, c'est un des seuls secteurs aujourd'hui qui est capable de stocker du carbone dans les sols. Il y a une étude très connue qui nous dit que si on passait 0,4% des terres en agriculture de régénération, on pourrait stocker toutes les émissions d'une année à l'échelle planétaire. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on n'a que très peu d'agriculteurs qui se sont lancés dans ces pratiques, avec 2 freins principaux. Le premier, c'est la transition. Elle a un coût qui est extrêmement important pour l'agriculteur. Aujourd'hui, le risque est porté quasiment exclusivement par l'agriculteur. Et on a un deuxième souci, c'est qu'on a énormément de filières alimentaires qui sont complexes à aligner. L'agriculteur, lui, réfléchit à l'échelle de son exploitation globale, alors que souvent, un industriel va réfléchir à l'échelle de sa production, le blé, la pomme de terre. Donc notre vision chez Carbon Farmers, c'est que la réussite de cette transition, elle passe par la création de filières qui sont valorisées et qui sont mutualisées. Donc en mettant autour de la table l'ensemble des parties prenantes, les agriculteurs qui vont être financés, les coopératives qui vont piloter cette transition et les industriels qui vont les accompagner avec un financeur qui est en dehors de la chaîne de valeur, qui est le contributeur, qui va venir lui financer sur des crédits carbone la transition. Donc globalement chez nous, ça passe par 3 étapes. La première, c'est la construction du modèle économique. Donc dans un territoire donné, on aligne les filières. Ensuite, on va venir calculer le bilan carbone d'un agriculteur, on va venir regarder l'état de son stock de carbone dans les sols, on va regarder la trajectoire sur laquelle il est prêt à s'engager à 5 et 10 ans, avant de pouvoir l'engager réellement dans cette transition. Et c'est là où on arrive à la deuxième étape de pilotage. Donc on met à disposition un outil, on va venir suivre tous ces indicateurs d'émissions, de séquestration, de facteurs d'émissions, de rendement, de pratiques agricoles, tous les ans. Sur cette partie pilotage. Et ensuite, on a une partie cofinancement aujourd'hui, puisque je l'ai dit au début, mais c'est une transition qui a un coût important, entre 70 et 200 euros par hectare et par an pour un agriculteur. Donc on va venir cofinancer cette transition par 2 moyens. Le premier moyen, c'est la prime filière, donc des industriels qui vont payer pour des productions moins carbonées. Et le deuxième, c'est des crédits carbone, donc sur lesquels on accompagne les coopératives et les agriculteurs à générer, à certifier et à vendre. Et donc tout ça, ça se fait à travers une plateforme unique pour l'ensemble de ces acteurs. On a la possibilité de visualiser la transition de chaque agriculteur jusqu'à chaque système de culture ou atelier de l'agriculteur. On va suivre ses trajectoires d'émissions, de séquestration. On va pouvoir simuler des modèles de financement de la transition, piloter leur engagement. Tout ça en accord avec les grandes règles de reporting auxquelles sont soumis l'ensemble du monde industriel et coopératif. Donc aujourd'hui, chez Carbon Farmers, on a plus de 450 agriculteurs qui sont engagés dans cette transition sur 4 secteurs, les grandes cultures, l'élevage bovin, l'élevage avicole et l'élevage porcin. On parlait tout à l'heure de Sanofi. On accompagne notamment Sanofi sur la filière œufs, donc ils ont besoin d'œufs pour leurs vaccins. On accompagne l'ensemble de cette chaîne de valeur, donc on redescend auprès des coopératives d'élevage, auprès des coopératives céréalières, sur lesquelles on va mettre en place des pratiques. Autre exemple, pour Carrefour, on est en train de développer la première boule de pain bio et bas carbone en magasin. Et un petit retour en arrière sur qui on est chez Carbon Farmers. On est une société assez récente. On a été créé en janvier 2022 avec une levée de fonds un an après, en janvier 2023. Donc on est 3 cofondateurs, Flavian, Thibaut, enfin Flavian c'est moi, Thibaut et Jean-Marc, avec une équipe aujourd'hui de 11 personnes qui nous accompagnent sur une ambition forte qui est d'accompagner la conversion de 800 000 hectares de terres agricoles et de stocker plus d'1 million de tonnes de CO2 dans nos sols d'ici 5 ans. Merci Flavian. Puisque ce sera à vous de voter, peut-être que l'un d'entre vous a une question à poser à Flavian. C'était super clair. Je crois que vous avez tout dit.
Bon, eh bien écoutez, pas de questions. Merci beaucoup Flavien. Merci à vous. Deuxième start-up innovante, on va parler d'aviation décarbonée avec Estuaire et c'est avec Nicolas Mégère, le CTO d'Estuaire. Merci. Merci beaucoup. Du coup, enchanté, Nicolas, je suis le cofondateur d'Estuaire. Donc Estuaire, c'est une start-up qui travaille sur la décarbonation du secteur aérien. Et disclaimer, c'est pas une mince affaire. Donc aujourd'hui, le secteur aérien est responsable de 3,5% du réchauffement climatique. On entend en général parler de 2,5%, mais c'est sans prendre en compte les effets non CO2, et je reviendrai dessus, notamment les traînées de condensation et les oxydes d'azote. C'est un sujet qui est compliqué, un problème qui est compliqué, mais qui est aussi urgent, non seulement pour la planète, mais également pour les acteurs aéronautiques. Donc aujourd'hui, pour 3 raisons, les acteurs aéronautiques ont une pression de plus en plus importante sur leurs épaules, d'un point de vue régulatoire, notamment dans le monde occidental, d'un point de vue du revenu, à cause du fly shaming, notamment en Europe, et d'un point de vue coût de financement, avec un coût de financement qui est de plus en plus important pour ces acteurs, du fait de la qualification polluante de leurs activités, et à juste titre. Donc aujourd'hui, les acteurs ont 8 leviers de décarbonation à leur disposition, des avions de nouvelle génération, des nouveaux types de propulsion, électrique, hydrogène, hybride, des aviations de carburant durable, donc on en a parlé au tout début de la conférence, les fameux SAF, mais également des stratégies d'évitement contre trails et d'autres leviers que vous pouvez voir en bas, les 4 leviers supplémentaires, dont des mesures de sobriété, c'est-à-dire voler moins en tant que passager ou mettre en place des mécanismes de régulation, des contraintes sur les différents acteurs pour que le transport aérien soit, ait un impact moindre sur la durée. Donc notre mission au sein d'Estuaire, c'est de réaliser 2 choses. La première, la première chose qu'on réalise, c'est un diagnostic exhaustif de l'impact sur le réchauffement climatique d'une activité aérienne. La deuxième, c'est on simule les différents leviers de décarbonation. Notre constat est simple. Une compagnie aérienne qui vole dans les Caraïbes versus une compagnie aérienne qui est basée en France métropolitaine n'aura pas les mêmes leviers de décarbonation à sa disposition. Et c'est important de prendre en compte ces spécificités lorsqu'on développe des stratégies de réduction carbone. Donc aujourd'hui, ce qu'on vend, c'est une base de données où chaque ligne égale un vol. Donc ça représente à peu près 25 millions de vols par an, c'est beaucoup. Et pour chaque vol, on analyse précisément le CO2, mais pas que. Et vous pouvez voir à droite l'ensemble des impacts sur le réchauffement climatique liés à l'aérien. Donc le CO2 aujourd'hui, c'est une commodité. C'est directement proportionnel au fuel et les compagnies aériennes sont en mesure de mesurer tout simplement cet impact. En revanche, tous les autres effets, donc ce qu'on appelle le non-CO2, les oxydes d'azote et les traînées de condensation sont beaucoup plus compliqués à modéliser. Les oxydes d'azote vont jusqu'à rajouter 20% d'impact pour le secteur aérien s'ils sont pris en compte. Ils sont liés à la combustion de carburant à haute température dans les moteurs d'avion. Les contrails, donc qui est en fait un acronyme pour les condensation trails, donc c'est des cirrus, des nuages qui sont générés par les avions et qui peuvent, dans certaines conditions, capturer le rayonnement infrarouge de la Terre, notamment la nuit, et réchauffer la Terre finalement comme une couette de lit vous réchauffe la nuit. Donc les contrails, c'est plus 60% par rapport au CO2, donc c'est pas négligeable. Et après, vous avez les effets cycle de vie, donc construction d'appareils, production de fuel, acheminement de fuel et énergie utilisée au sein des aéroports. Notre vision, du coup, au sein d'Estuaire, c'est qu'on est capable de modéliser tous ces leviers. Et c'est important de les modéliser, notamment lorsqu'on parle de stratégie de réduction d'impact, notamment par théorie de vase communicant, c'est-à-dire progressivement, l'ensemble de l'impact va être ramené en amont de la chaîne de valeur, et donc c'est important de modéliser tous les impacts, les uns après les autres, pour faire une analyse de cycle de vie globale d'une activité aérienne. Donc aujourd'hui, notre base de données, donc 25 millions de vols par an, est aujourd'hui livrée à nos différents clients, donc des banques qui financent le secteur aéronautique, des compagnies aériennes, des loueurs d'avions, des aéroports, mais aussi, pourquoi pas à terme, des voyageurs comme vous et moi. Donc vous avez ici une application qu'on a développée, notamment pour des compagnies aériennes et des banques. Vous chargez un ensemble, une liste d'avions ou un portefeuille de financement pour une banque, et vous avez directement l'ensemble des activités, l'ensemble des impacts de ces activités, avec le CO2, le non-CO2 et les effets cycle de vie. On développe vraiment des applications cas d'usage par cas d'usage pour chacun de nos clients. Donc ici, deuxième type d'application, une application qui permet de comparer des types d'avions entre eux, en prenant en compte tous les facteurs d'émission, entre plusieurs compagnies aériennes, entre plusieurs types d'avions. Donc notre vrai savoir-faire, c'est la modélisation environnementale. Ce n'est pas la livraison de nos données, c'est vraiment toute cette modélisation qui est réalisée dans le bac de notre produit. Donc aujourd'hui, on obtient des profils de vol,
Donc on utilise une application qui s'appelle Flight Radar 24, que vous pouvez utiliser aussi en tant que particulier, qu'on vient enrichir avec des modèles météo. Et à partir de modèles de performance de vol et de génération de contrail, on mesure l'ensemble des impacts sur le réchauffement climatique et on les stocke dans cette base de données. Vous avez un exemple ici de qu'est-ce qui se passe pour un avion sur une année donnée en 2022, donc un avion d'Helvétique basé en Suisse, avec à gauche l'ensemble des profils de vol analysés, en orange notamment les traînées de condensation persistantes générées par l'appareil, et à droite l'ensemble des impacts en absolu ou en normalisé, c'est-à-dire par passager transporté sur une distance volée. Donc chapitre 1, c'est la mesure, chapitre 2, c'est la réduction, et on développe aujourd'hui une application de simulation des différents leviers de décarbonation adaptés à nos clients. On rentre un ensemble de profils de vol, un ensemble d'activités aériennes et on obtient un logiciel de simulation. On va simuler différents leviers de décarbonation et voir d'un point de vue financier et efficacité de décarbonation quel sera l'impact sur la durée. Je vous remercie et votez pour nous. Merci Nicolas. Est-ce qu'il y a une question pour Nicolas? Pas de question non plus, vous êtes donc parfaitement clair. Merci beaucoup. Troisième et dernier projet dans cette catégorie Startup, c'est celui de Granular Energy, solution dédiée aux fournisseurs d'énergie. Merci d'accueillir Bruno Menu. Bonjour à tous. Je suis Bruno Menu, un des cofondateurs de Granular Energy. Chez Granular Energy, on développe une solution logicielle à destination des fournisseurs d'électricité pour qu'ils apportent plus de transparence à leurs consommateurs sur l'origine de leur électricité. Pour vous donner un petit peu de contexte, lorsque vous consommez de l'électricité, lorsque vous soutirez l'électricité du réseau, il est physiquement impossible de savoir d'où vient l'électricité, car tout est mélangé, toute la production est mélangée sur le réseau. Et c'est pour ça qu'il y a une vingtaine d'années, les États ont mis en place un système complètement parallèle de certificats digitaux. Et dans ce système, les États donnent à chaque producteur un certificat pour chaque unité d'énergie injectée sur le réseau par le producteur. Et le producteur peut ensuite revendre ce certificat à des consommateurs finaux ou à des fournisseurs d'électricité. Et lorsque le fournisseur ou le consommateur utilise le certificat, il y a une notion d'utilisation du certificat, ça lui permet de dire légalement que l'électricité qu'il a consommée, en tout cas qu'une unité d'électricité qu'il a consommée, provient d'une centrale spécifiquement. Donc en fait, c'est tout un système de traçabilité de l'électricité qui a été mis en place et qui est maintenant robuste et qui existe depuis longtemps. Et c'est ce système qui permet de faire des offres 100% renouvelables, 100% vertes, et qui permet aussi aux entreprises, dans leur bilan carbone, de dire qu'elles n'ont pas d'émissions carbone liées à leur consommation d'électricité, dans ce qu'on appelle le scope 2 de leur comptabilité carbone. Donc c'est un système robuste, éprouvé et qui a toute son utilité, mais qui a un gros défaut, c'est qu'on match la production d'électricité renouvelable et la consommation en énergie sur l'année, un peu comme un bilan comptable. Et c'est-à-dire qu'on ne regarde pas du tout à quel moment dans l'année l'électricité a été produite et consommée. Ça ne reflète pas du tout la réalité physique du système, puisqu'il faut en permanence équilibrer production et consommation sur le réseau électrique. Et donc ça ne donne pas du tout les bonnes incitations à consommer au bon moment, et ça ne facilite pas du tout l'intégration d'énergie renouvelable intermittente. On ne peut pas contrôler la production. Et donc une solution à ce problème, ce serait de passer à un matching horaire, un matching plus fin. À la place de matcher sur l'année, on pourrait matcher à un pas horaire, voire pas demi-horaire ou même 15 minutes. Et ça permettrait de résoudre ce problème. Et c'est aussi la raison pour laquelle le système actuel, il y a beaucoup d'actualisations de greenwashing un peu partout dans le monde. Et c'est pour ça que pas mal de consommateurs en fait, demandent déjà d'aller au-delà de la réglementation actuelle, qui permet ce matching annuel ou mensuel en France. Et donc on a beaucoup entendu parler de Microsoft et Google qui ont décidé que d'ici 2030, ils vont faire du matching horaire sur toutes leurs opérations dans le monde d'ici 2030. Mais en fait, il y a tout un panel d'acteurs publics, privés, d'entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité qui veulent aussi aller au-delà de la réglementation actuelle et tendre vers plus de matching horaire. Et en parallèle de ces initiatives volontaires, on a la réglementation dans le monde entier qui évolue progressivement vers le matching horaire et notamment assez rapidement en Europe. Le matching horaire, ça veut dire beaucoup plus de complexité, gérer ça par rapport à du matching annuel. Il y a 8760 heures dans l'année, donc c'est ça l'ordre de grandeur de la complexité supplémentaire à gérer. Et donc cette complexité, elle est notamment gérée par les fournisseurs d'électricité. Et chez Granular Energy, on a développé une solution à destination de ces fournisseurs d'électricité, une solution SaaS, clé en main, qui leur permet de gérer toute cette complexité. Notre solution va s'intégrer avec les certificats de ces registres de certificats digitaux. On va aussi s'intégrer avec les données
du fournisseur d'électricité pour récupérer la consommation d'électricité au pas horaire et la production d'électricité au pas horaire. Et le fournisseur va pouvoir gérer ses positions et son risque et aussi très simplement allouer la production à la consommation, au consommateur sur la plateforme, jusqu'à une granularité horaire et créer des visualisations et des rapports pour les consommateurs qui incluent justement des données sur le matching horaire. Donc typiquement, je ne vais pas vous montrer la partie fournisseur qui est le gros de la plateforme mais qui n'a pas trop d'intérêt à montrer au grand public. Mais le but de notre plateforme, c'est typiquement de générer ce genre de visualisation et de rapports. Donc à gauche, vous avez la plateforme web sur laquelle un consommateur peut aller se connecter via son fournisseur et regarder sa consommation sur chaque heure de l'année, regarder de quelle centrale son électricité provient sur chaque heure, d'avoir pas mal de KPI, voir sur une carte les différentes données. Et le fournisseur peut aussi générer des rapports PDF qu'il va envoyer à tous ses consommateurs et qui intègrent beaucoup plus de transparence. On travaille déjà avec 23 fournisseurs dans 9 pays différents dans le monde et notre ambition c'est d'apporter plus de transparence à tous les consommateurs, au plus de consommateurs possible dans le monde dans les années à venir. Donc si vous êtes un consommateur final et que vous souhaitez avoir plus de transparence, n'hésitez pas à nous contacter ou simplement à mentionner ça auprès de votre fournisseur d'électricité. Ouais. Merci. Merci Bruno. Je retente. Y a-t-il une question pour Bruno? Une question. J'ai pas été clair. Si, vous avez été sans doute clair, mais peut-être une question pour approfondir le sujet. Bonjour. J'ai juste une question. Est-ce que vous avez déjà travaillé avec des sociétés qui font de l'effacement de consommation d'électricité? Alors, on ne travaille pas directement avec, enfin, quoique nos clients sont des fournisseurs, donc c'est du EDF, Total, ils sont opérateurs d'effacement aussi. Mais en fait, le but de passer à une granularité plus fine, c'est de donner un message, un signal qui veut dire déplacer votre consommation à ce moment-là ou éviter de consommer à ce moment-là, puisque vous n'êtes pas bien matché. Si vous voulez, en fait, on change de paradigme, on ne va plus être dans du 100% renouvelable, parce qu'au pas horaire, en fait, c'est quasiment impossible à l'heure actuelle d'être à 100%. Et pour augmenter son taux de matching, il va falloir aller consommer au bon moment et donc faire de l'effacement, déplacer sa consommation pour consommer typiquement plus à midi quand il y a du soleil. Une autre question. Merci. Alors, de ce que j'ai compris, je ne suis pas une spécialiste, mais en termes de volume de production, les énergies renouvelables, malheureusement, n'apportent pas ce qu'il faut pour contenter tout le monde. Donc, finalement, même si on matchait tous bien au même horaire, là, ce que vous nous poussez à faire, et c'est super, est-ce que pour de vrai, ça proviendrait des énergies renouvelables? Alors, si tout le monde le faisait, il y a un système d'équilibre et d'offres et de demande. Ça veut dire que les gens devraient financer des nouveaux assets de stockage ou renouvelables. Mais si tout le monde le faisait, ça marcherait. Si tout le monde jouait le jeu de matcher sur chaque heure de l'année à 100%, le système entier serait décarboné. Et c'est bien ça veut dire que vous pouvez garantir vraiment que la provenance qui est indiquée dans le système, c'est la vraie provenance de l'électricité? Alors, c'est un système parallèle qui est basé sur des certificats, etc. Mais le concept, si tout le monde joue le jeu en France et tout le monde est atteint 100%, du coup, tout le monde, le système entier est décarboné. Si tout le monde faisait comme Google et Microsoft en 2030 à 100% matché sur chaque heure, les réseaux seraient entièrement décarbonés. Après, c'est la volonté des gens et c'est aussi un changement de paradigme. La plupart des gens, du coup, le but, c'est d'améliorer chaque année son taux de matching. On part de loin, on est à 100% quand on regarde sur l'année. Donc actuellement, en fait, les offres actuelles sont un peu du greenwashing. Tout le monde pense être entièrement vert, en fait, on ne l'est pas. Et du coup, il y a quand même beaucoup d'investissements à faire pour réussir à atteindre les 100%. Et tout le monde n'a pas les poches aussi profondes que Google et Microsoft. Merci beaucoup. Merci Bruno. Je vous invite maintenant à voter via Survey Monkey avec le QR code à flasher. Donc vous avez quelques instants pour voter. Vous allez choisir le projet qui vous a le plus convaincu. On l'a vu, 3 startups à la pointe de l'innovation verte. L'une qui propose d'accélérer la transition bas carbone de l'agriculture, Carbon Farmers. Une autre de décarboner l'industrie aéronautique, estuaire, et puis la dernière qu'on vient de voir au service de la certification des énergies propres avec Granular Energy. En attendant de connaître le résultat, je vais peut-être demander aux 3 lauréats, 3 finalistes de cette catégorie de me rejoindre. Je pense que d'ici quelques minutes, on aura le résultat du vote. Et on connaîtra donc le gagnant du prix Startup avant de retrouver notre jury qui aura délibéré sur les
les deux premières catégories. Donc